pas à partir d'un certain âge, 75 ans, dans l'insuffisance cardiaque, parce qu'elles sont presque constantes. Donc à partir d'un certain âge, surtout dans l'insuffisance cardiaque, je dis bien, on ne les dose pas parce qu'elles sont presque constantes et elles ne sont pas, disons, spécifiques ou pathognomoniques. Pour ce qui est actuellement aux États-Unis, les médecins poursuivent leurs patients atteints d'insuffisance cardiaque, il y a un nouveau dosage que le malade peut acheter en pharmacie. C'est ce qu'on appelle la galactine 3, qui se vend en bandelette et qui peut le doser même dans la salive, enfin. Ça se dose dans la salive et directement, il envoie le résultat par iPhone chez son médecin. Le médecin lui dit de réajuster le traitement. Donc, un réenregistrement, c'est ce qu'on appelle par la télémédecine. Ça, c'est pour l'insuffisance cardiaque. En ce qui concerne la troponine, effectivement, vous avez dit, on peut demander l'AI ou l'AT de façon un peu identique. Mais toujours utile, je pense que, vous le savez mieux que moi, bien entendu, que l'AI a une sélectivité de 86% quand même et de 93% de spécificité. Donc je pense, est-ce qu'on ne doit pas préciser quand même quand on dose et on veut un résultat dans l'immédiat, surtout quand il s'agit d'un syndrome coronaire où on doit faire une thrombolyse en urgence, est-ce qu'il faut, je pose la question bien sûr, est-ce qu'il ne faut pas préciser l'AI ou l'AT pour avoir un meilleur résultat? Merci. Merci à vous. Professeur Chikouche, à vous la parole. Très bien. Merci pour ces questions pertinentes. Effectivement, au-delà d'un certain âge, nous avons de nouveaux tests, j'allais dire, qui sont mis sur le marché, si vous voulez, mais nous n'avons pas, je parle de la praticabilité chez nous, en Algérie. Nous n'avons pas encore d'expérience dans ce domaine. Mais peut-être que dans le privé, ça existe, hein, mais moi je parle du milieu hospitalier. Concernant la troponine, effectivement, c'est la troponine I qui est le paramètre le plus spécifique concernant le myocarde. Et normalement, peut-être je ne l'ai pas dit, mais normalement ça a été noté sur les diapositives, c'était le paramètre, j'allais dire, qui a le plus de répondants concernant ces pathologies de l'infarctus du myocarde. Et vous l'avez très bien saisi, très bien noté, c'est que à chaque fois qu'il y ait demande de dosage, le laboratoire doit vous justifier, vous noter quelle est la troponine dosée. Et le suivi des malades, ça se fait généralement par la troponine I, sinon par la troponine T que vous connaissez, qui a quand même une assez bonne spécificité concernant le myocarde. Merci à vous, professeur. J'espère qu'il a bien répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Le professeur Salah Mansour. La pression pulsée. Tout le monde en a peur. Allez-y. Merci, M. Mansour, pour votre exposé. Moi, je suis praticien. Je vous dis qu'à partir de 3, je commence à dire qu'il y a une hypertension. Vous voyez le chiffre actuel. Je suis praticien. 140-90. Très bien, merci. Pour le diagnostic, c'est le même chiffre pour tout le monde. C'est juste les objectifs thérapeutiques qui changent en fait. Évidemment, il est extrêmement intelligent, le monsieur. Extrêmement intelligent. C'est vrai que c'est une question embêtante. Il y a vraiment une question embêtante. Mais est-ce que je fais toujours l'analogie entre le diabète et l'hypertension artérielle, c'est mes deux domaines, il y en a deux. Est-ce que vous vous rappelez, vous, les anciens, quel était le seuil qui nous permettait de dire à un malade, monsieur, ou à un sujet, monsieur, vous êtes diabétique? Vous vous rappelez? C'était 1,40. Vous vous rappelez pas? Comme par hasard, 140. 1,40. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on est devenu plus intelligent aujourd'hui? 1,26. Pas 1,25, 1,26. On a diminué les complications. Non. Qu'est-ce qui a fait que on est passé de 140 à 1,40 à 1,26? C'est au fait, si vous permettez, je peux répondre à cette question. Oui. À 1,40, on avait beaucoup de rétinopathie diabétique.
C'est le seuil, ce seuil-là, à 1,40, les malades faisaient beaucoup plus de rétinopathie. Ils ont constaté qu'à partir de 1,26 et moins, on faisait moins de rétinopathie. C'est ce qui implique le 1,26. Mais la conséquence, où est-ce qu'elle est? Parce que c'est l'OMS, là, la conséquence, c'est qu'en contrepartie, on a recruté beaucoup de malades à partir de 1,26. Oui, ça c'est le revers de la médaille. Mais en fait, mon arrière-pensée, c'est le pourquoi. Pourquoi 1,40? Qui a décidé de 1,40? Je vous comprends, je suis d'accord avec vous, 1,26 qui correspondait au fait aux 2 grammes de d'HGPO, les 2 grammes HGPO étaient corrélés à l'apparition d'une rétinopathie. C'est le seuil de toxicité du glucose sur la rétine, je suis d'accord. Et le 2 grammes correspondait à 1,26, je suis d'accord. Mais pourquoi 1,40? Qui a décidé de 1,40? Sur quelle base ils ont décidé de 1,40? Et voilà la question. Une autre chose. À un certain moment, la même chose. Quand on parlait de diabète à 1,40, on parlait d'hypertension artérielle à 1,60. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous allez me dire vous allez me donner exactement les mêmes raisons. Mais qui a décidé de 1,60? C'était des gens comme vous qui ont décidé de 1,60. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont décidé 1,60? Pourquoi ils ont décidé 1,40? Pourquoi ils ont décidé aujourd'hui 140? Est-ce que vous pensez qu'on maîtrise la pression artérielle, l'hypertension artérielle? Évidemment, je n'ai pas la prétention de faire un sujet savant sur la pression artérielle. Pas du tout. Hein. Je ne voulais juste pas tomber dans la redondance. Et comme j'ai l'habitude de travailler avec les confrères et consoeurs de Béjaïa, on en a fait l'hypertension artérielle, recommandations, etc., 140, tout ça on le sait. Ils le savent, moi vous le savez. Je vais vous faire une confidence. C'est un consensus. Consensus. La PN. C'est un consensus. Ça ne repose sur aucune étude. Aucun fait scientifique. Aucun. Parce qu'on se cherche. On ne connaît pas encore ce que c'est que la pression artérielle. On ne maîtrise pas ce que c'est que l'hypertension artérielle. Le jour où on maîtrise l'hypertension artérielle, je vous rejette un autre problème. Plus on vieillit, plus la pression systolique s'élève, plus on vieillit, plus la pression diastolique baisse. Et vous le savez, c'est le fait de la rigidité artérielle. Est-ce qu'on peut lutter contre le vieillissement? La réponse des 2 musulmanes, non. Annoncez, il y a un centre de recherche, un laboratoire de recherche de lutte contre le vieillissement. Athanas Benetos. Athanas Benetos. Vous savez ce que c'est? Il porte bien son nom. Athanas, c'est contre la mort. Euthanasie, Athanas. A, privatif, Athanas. Contre la mort. Est-ce que les dermatos essayent de trouver des médicaments contre le vieillissement de la peau? C'est possible. On le comprend parce que c'est le cosmos. Oui, mais c'est la même chose. On peut également aller trouver des médicaments qui vont lutter contre le vieillissement de la paroi aortique. Parce qu'en fait, la réalité artérielle, c'est le vieillissement de la paroi aortique. Hein? Si j'arrive à maintenir, et ensuite, maintenant, les pharmaciens essaient de trouver des médicaments, il y a déjà des essais cliniques dans ce sens, pour diminuer la rigidité de la paroi aortique. Et si on diminue la rigidité de la paroi aortique, vous allez avoir les mêmes pressions. Donc il y a énormément de choses, des points d'interrogation. Il y a des experts dans le monde, spécialistes évidemment dans la prise de la tension artérielle. Vous voyez, donc c'est énormément de points d'interrogation, et je voulais partager avec vous quelques-uns de ces points d'interrogation, et ça nous permet de réfléchir. Et ne pas être obnubilé par des choses. Il n'y a pas de vérité absolue, pour le moment. Oui, monsieur. Si vous permettez, Oui, j'ai une question que j'aurais dû poser tout à l'heure, donc ce n'est pas à vous, professeur, c'est au sujet de la phénylcétonurie. Est-ce qu'il y a un confrère dans la salle qui pourrait nous dire où on peut se débrouiller des bandes lettres réactives pour le dépistage de la phénylcétonurie?
Merci. Merci. Un appel. Oui, un appel. C'est ça. Il y a notre ami psychiatre qui est peut-être prêt à vous répondre à la question, si vous pouvez lui donner le micro. On va clôturer juste après, s'il vous plaît. Merci, je suis médecin biochimiste. Alors le laboratoire de biochimie centrale à l'hôpital Mustapha fait le dosage de la phénylcétonurée. Et ils travaillent en collaboration avec une association qui prend en charge les malades phénylcétonuriques, puisqu'il y a une association pour cela. Et je pense que vous pouvez prendre contact avec le professeur Yergui, puisque c'est lui qui fait le contact. Et je pense qu'ils vont vous donner une aide. Mais le dosage se fait au niveau sanguin et au niveau urinaire au laboratoire du professeur Yergui à l'hôpital Mustapha. Merci, professeur Chikouche. Apparemment, c'est la même réponse aussi. On est un petit peu pris par le temps. Il y a le docteur Timizar qui a un mot. Bonjour à tous. Je remercie d'abord M. Hadj Nasser pour cette communication. Je m'excuse peut-être pour le nom. J'aimerais avoir votre avis par rapport à la composante le stress en matière d'hypertension. Est-ce que vous avez tenu compte un petit peu dans toutes ces mesures de chiffres tensionnels? Est-ce qu'on a tenu compte un peu de la personnalité des gens habituellement chez qui vous avez fait ils ont fait tous ces tests? Et aussi, est-ce qu'on a tenu compte justement du stress et de son implication dans ces chiffres, ces répercussions sur ces chiffres tensionnels? Merci. Mais je pense que je l'ai déjà dit. J'ai dit il y a une variabilité qui est chronologique et une variabilité dans l'espace. Une variabilité dans l'espace qui est liée à toutes ces ondes. Une variabilité chronologique qui est liée à plusieurs paramètres, entre autres ce que vous venez de dire. Je peux vous prendre l'attention maintenant tout de suite parce que vous êtes énervé et l'attention va être élevée. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Oui, vous pouvez également faire un cauchemar et faire une tachycardie. Ça ne veut pas dire que vous avez une maladie du cœur. C'est une élévation de la fréquence cardiaque, une élévation tensionnelle qui est réactionnelle. Je voudrais tout d'abord répondre à notre confrère qui voulait savoir à partir de quoi on traitait l'hypertension. Moi, je pense que quand même, je tiens tout d'abord à vous remercier, à vous Merci beaucoup, monsieur. de la présentation, c'était extraordinaire quand même. Il y a des recommandations quand même. Les dernières recommandations, c'est le GNC8. Le GNC8, c'est à partir d'études américaines de très grand recrutement. C'est des recommandations qui étaient attendues depuis 8 ans quand même. GNC7, GNC8, c'est 8 années. Et actuellement, les recommandations, bien sûr, et les recommandations européennes, qui sont différentes des recommandations américaines. Apparemment, on essaie de suivre un peu les Américains parce que la GNC8 dit qu'un sujet sain, à partir de 60 ans, qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire, on peut le traiter à partir de 15-16, si je me trompe, et les autres à partir de 14. Ça pour les recommandations. Donc c'est vrai, à partir de votre exposé, on ne peut pas tirer de conclusion, mais quand même, on est obligé de suivre les recommandations internationales, à savoir le GNC8 ou bien les recommandations européennes. Ce que vous avez présenté est magnifique. Pourquoi? Parce que, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, parce qu'à partir de cet exposé, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, à partir de cette étude, le rapport intima-média est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc la mesure du rapport intima-média est un facteur de risque cardiovasculaire, ainsi que la rigidité artérielle. Donc ces deux facteurs de risque cardiovasculaire, pour la recherche, on les inclut dans le risque cardiovasculaire. C'est ce qui explique que quand on trouve ces deux facteurs-là, on dit que notre malade est à haut risque cardiovasculaire pour présenter soit un accident vasculaire, une coronopathie ou bien une néphropathie artérielle. Merci. Merci à vous. Voilà. S'il vous plaît. Excusez-moi. Vraiment, 3 secondes, 30 secondes à peu près. Ce que vous dites également est exact. Excusez-moi, juste facteur de risque, je pense que c'est des marqueurs de risque. Marqueurs de risque. Et donc, pour estimer, parce que pour le moment, c'est l'estimation du niveau de risque qui nous intéresse. Malade à très haut risque vasculaire, il a fait un AVC, je sais que c'est à très haut risque vasculaire, il a fait un AVC, il risque à tout moment de faire un deuxième, un infarctus du myocarde, il n'y a pas de souci. Un malade qui a uniquement des facteurs de risque, c'est les lois de la probabilité. Il a tant de probabilité de faire un IDM d'ici 10 ans. C'est des lois de probabilité. Les facteurs de risque dont vous avez décidé, et moi j'ai décidé également, à travers évidemment tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais si j'ai un élément intermédiaire maintenant,
entre les facteurs de risque, qui est une pure probabilité statistique, et un événement cardiovasculaire déjà avéré, qui est d'une objectivité extraordinaire, et un élément intermédiaire. Je vous dis qu'il y a déjà des anomalies au niveau de la paroi aortique. Je vous dis qu'il y a déjà des anomalies au niveau de la paroi cardiaque. Ah, c'est la porte ouverte vers les complications. Et c'est l'hypertrophie fondamentale, c'est l'atteinte des organes cibles. La VEP, la vitesse de l'onde de pouls, l'épaisseur intermédiaire, l'IPS, tous ces paramètres nous permettent d'affiner le niveau cardiovasculaire et donc de traiter intensément pour éviter l'évolution vers les événements cardiovasculaires. Excusez-moi évidemment si je vous ai parlé de tout ça. En fait, moi je vous ai considéré comme étant des confrères à un niveau supérieur. Et j'ai voulu également, à travers cet exposé, vous montrer et la prochaine fois, des choses, et la prochaine fois, vous allez voir l'hypertension artérielle, la pression artérielle autrement. Et je sais que vous avez un cerveau extraordinaire qui permettra d'intégrer tout ça. Et je vous remercie. Merci à vous, professeur Salah Moussa. S'il vous plaît, avant de vous inviter pour le déjeuner, s'il vous plaît, je voudrais donner la parole 2 minutes à monsieur Farchouli pour l'association de bienfaisance d'Amizour qui aide les malades cancéreux. Il va juste nous présenter un petit peu son association pour 2 minutes, puis je vous inviterai pour le déjeuner. Merci à vous. 2 minutes de patience. Bonsoir tout le monde. Je me présente d'abord président de l'association des malades cancéreux. C'est un honneur d'être avec vous tous. Et je remercie l'association de médecine générale. C'est grâce bien sûr à vous, beaucoup plus aux médecins libéraux, qui nous a vraiment aidés et soutenus, même sur le plan financier, sur le plan d'idéologie, sur le plan offensif. Alors on a bénéficié de 2 ambulances actuellement. Et on s'est engagé à faire des soins d'accompagnement, des soins à domicile, des soins palliatifs pour les cancéreux. Et on essaie beaucoup plus de sensibiliser et de faire un dépistage concernant le cancer, parce que le cancer comme étant maladie lourde, je n'ai rien à vous apprendre, mais on essaie de l'alléger par la manière de sensibilisation et de dépistage pour poser beaucoup plus un diagnostic précoce. Et merci. Merci à vous. Je m'appelle Dr Timizar. Il a un mot à vous dire. Bonjour à tous. Bon, c'est juste une information. Il y a un congrès international de psychiatrie qui se déroulera le 28 et le 29 avril à l'auditorium d'Abu Dhabi. Donc, vous êtes invités éventuellement pour ceux que ça intéresse. Ça va parler du psychotraumatisme, de tout ce qui est psychotrauma, les événements post-traumatiques, les attentats, les tremblements de terre. C'est un congrès international. Rappelez-nous la date, s'il vous plaît. Rappelez-nous la date. La date, c'est le jeudi 28 et vendredi 29 avril. À l'auditorium d'Abu Dhabi. Merci. Voilà. C'est le 6e rencontre internationale avec beaucoup d'étrangers, donc il y aura des échanges assez intéressants. Donc pour ceux qui seront intéressés, marhaba bikom. Voilà, je vous remercie. Merci, merci de rester jusqu'à cette heure-ci. Donc vous êtes invités à un déjeuner et on reprend dans 1 heure, Inch'Allah. Merci. Merci à tout le monde. À tout à l'heure.